La guerre est-elle déclarée entre les acteurs du réemploi solidaire et ceux du réemploi lucratif? Une chose est sûre, les premiers s'arment pour continuer de peser dans la filière. Fédérer les acteurs du réemploi solidaire, c'est l'objectif derrière la création de l'Union pour le réemploi solidaire, cofondée fin février par 6 structures de l'ESS. C'est le cas du Réseau national des ressourceries et recycleries. Nous recevons pour en parler sa secrétaire générale, Catherine Mèche-Courdy-Maria, nous accompagne. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact, Catherine. Merci beaucoup d'être avec nous. La genèse de ce projet fédérateur, je crois que c'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie solidaire, qui date de 2018, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce que cette loi a créé? Alors, la loi AGEC, elle a eu plein de conséquences, mais pour le réemploi, elle a eu le mérite de poser le réemploi en débat public. C'est-à-dire, les gens parlent beaucoup de recyclage, ils ne savent pas que le réemploi est prioritaire sur le recyclage. L'autre impact très important pour le réemploi, c'est la création des fonds réemploi qui obligent les éco-organismes qui collectent des éco-contributions. Quand vous achetez un vêtement, il y a une éco-contribution qui va dans un éco-organisme qui est chargé de gérer la fin de vie de son produit, donc de le financer. Voilà. On a fait du plaidoyer avec la société civile pour que les éco-organismes consacrent 5% de leurs éco-contributions aux acteurs du réemploi solidaire, c'est-à-dire aux acteurs de l'ESS qui font du réemploi. Donc ça, c'est une grande avancée pour le réemploi solidaire qui permet de solvabiliser l'activité de nos adhérents et des ressourceries, recycleries et acteurs, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Ce qui n'est pas simple, cette question de la rentabilité pour vous? C'est pas simple. Alors, il faut comprendre la différence. Il y a plein de différences entre l'emploi solidaire et l'emploi lucratif. Une différence fondamentale, c'est quand les gens nous apportent leurs objets, nous on prend tout. On prend les fourchettes, les assiettes, le canapé un peu défraîchi et on s'en occupe. On le trie, on le nettoie, on le remet en vente. Si on ne s'en occupait pas, ces objets finiraient dans les incinérateurs, dans les centres d'enfouissement. Et donc vous dites aujourd'hui que le réemploi lucratif ne prend pas tout, c'est ça? Non, le réemploi lucratif, il écrème les gisements. Sa vocation à lui, c'est de faire du bénéfice, du profit, de rémunérer ses actionnaires. Donc tout ça, ça ne l'intéresse pas. Or, pour équilibrer nos modèles économiques, on a besoin de tout. On a besoin de la fourchette, mais on a aussi besoin du bel objet là qui coûte un peu cher, qu'on va pouvoir vendre à un juste prix, qui permet d'équilibrer l'ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, c'est l'intérêt général qui nous guide. Donc, cette mission d'intérêt général qui fait économiser de l'argent au pouvoir public, il n'est pas une anomalie qu'on demande que les pouvoirs publics solvabilisent notre modèle. Alors, aujourd'hui, les acteurs lucratifs, ils sont dopés à la levée de fonds par des investisseurs. Ils cherchent leur modèle économique, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et nous, nous, on ne peut pas faire appel à ça, mais on a besoin d'un soutien de la puissance publique. Mais quand on voit, pour citer Vinted, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, la plateforme, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros. C'est une hausse de 60% par rapport à l'année précédente. C'est pas quand même une bonne nouvelle pour vous, pour le secteur du réemploi? Comment vous analysez ces chiffres? Écoutez, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. Alors, une bonne nouvelle que les gens se disent il faut acheter du réemploi, si tant est que ça soit pour les bonnes raisons. Le problème, c'est l'effet rebond du réemploi. Aujourd'hui, si les gens revendent de façon compulsive leurs objets, si c'est pour acheter du neuf, parce que c'est le cas dans 70% des cas, 70% des gens qui revendent les objets sur ces plateformes vont acheter du neuf. Donc on a le réemploi qui stimule l'achat de neuf. On n'est pas dans la sobriété, là. On n'est pas dans la préservation des ressources naturelles et la réduction des déchets, qui est notre objectif à nous. Donc, il y a des effets de bord tout à fait pervers au développement de ces plateformes, au-delà du fait que ça érode la culture du don, c'est-à-dire que les gens, au lieu d'aller nous donner leurs objets, les revendent. Ça participe à une grande marchandisation généralisée de la société. Est-ce très positif d'envisager de vendre tout le temps et d'être obsédé par ça? Des chercheurs ont objectivé le fait que ces plateformes, dont Vinted, stimulent la turbo-consommation. Donc le bilan, il est très mitigé là-dessus. La question de fond, c'est la sensibilisation des personnes. Si j'achète du réemploi... Et les changements de comportement. Et selon vous, avec des plateformes comme celle-là, c'est pas vraiment encore le cas. Non seulement ça ne change pas, mais ça les fait dévier dans le mauvais sens. Mais puisqu'on parle de changement de comportement de consommateurs, moi, je voudrais quand même, parce qu'on lance une campagne avec Zero Waste, les Amis de la Terre, sur la phase déco, après la phase fashion, la phase déco, la mère de toutes les batailles, c'est la lutte contre la surproduction. Il faut réduire les mises de marché de produits en accord avec les accords de Paris. Voilà. Et moi, j'aimerais bien lancer un autre concept, c'est le changement de comportement des législateurs, qui prendraient la mesure du problème et qui se mettraient à interdire un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, J'ai eu un échange très croustillant avec une journaliste, là, cette semaine, parce qu'on parlait de ça, et elle me dit, mais on ne peut pas interdire aux entreprises de produire. Alors là, je lui réponds, effectivement, mais c'est la liberté d'entreprendre. Elle est précieuse, ça fait partie des libertés fondamentales. Mais la liberté de vivre sur une planète habitable.
c'est pas important aussi? Donc on a tellement baigné depuis 40 ans dans la liberté, le marché, les entreprises doivent entreprendre, on peut rien faire, qu'on a oublié que la liberté principale de tout être humain, c'est de pouvoir respirer de l'air pur, avoir de l'herbe qui pousse, je sais que c'est le sujet suivant, et avoir des ressources. Non mais franchement, donc je pense qu'il faut qu'on sorte de la boîte là et qu'on se mette à interdire certaines mises sur le marché. Nous, on est le déversoir de la société de consommation. Il n'y a pas besoin d'aller au Ghana pour voir des montagnes de textiles. Moi, j'ai dirigé un groupe Emmaüs dans une autre vie. J'avais des pyramides de sacs de vêtements. C'est dément. Il faut que ça s'arrête. Pour parler du législateur, il va dans votre sens aujourd'hui, vous trouvez ? Alors, il y a des choses positives. Nous, on considère que les politiques publiques de soutien au réemploi solidaire ne sont pas au niveau aujourd'hui. On a besoin d'avoir des investissements, notamment sur des projets collectifs, des villages du réemploi solidaire. Alors, il y a des choses... on a besoin que les éco-organismes financent beaucoup plus. Les éco-organismes, c'est le principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, voilà, c'est quelques pourcents du financement des ressourceries. Ça devrait être beaucoup plus. Alors, il y a... Elisabeth Borne, avant de partir, a lancé une inspection de Bercy sur le fonctionnement des éco-organismes. On espère que ça va vraiment faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, on n'est pas au niveau de l'enjeu. Sur la filière meuble, on est à 5% de réemploi. Voilà. Et le réemploi solidaire, pour nous, c'est aussi un formidable levier de mobilisation de la société civile. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça permet aux citoyens de s'emparer de ces sujets-là, d'agir, de délibérer, de se dire qu'ils sont concernés. C'est pour ça que le tissu associatif du réemploi solidaire, il est hyper précieux pour faire la transition écologique et sociale. On n'en a pas parlé, ça crée de l'emploi aussi au niveau local, le réemploi solidaire. Absolument, des emplois non délocalisables, 7000 salariés, 5000 bénévoles, ça pourrait être beaucoup plus. Donc oui, ce sont des emplois aussi pour des personnes en insertion, donc qui ont quitté le marché de l'emploi depuis longtemps, qui sont accompagnés vers une reprise d'activité. C'est aussi on a autant de bénévoles, 5000 bénévoles, ce sont des personnes âgées qui reviennent dans les ressourceries et recycleries qui disent « je reprends goût à la vie ». Voilà, parce que y en a qui trient les livres, d'autres qui apprennent à tricoter à des jeunes, voilà, et d'autres qui s'occupent des jouets des enfants. Enfin, c'est aussi, on a un enjeu collectif de changer de projet de société quand même. Société de consommation, de surproduction, et c'est quoi la suite en fait? Alors nous, la suite qu'on propose, c'est moins de biens. Cette union-là dont je parlais, cette union des acteurs du secteur, elle peut vous aider à atteindre ces objectifs-là? Absolument. Alors elle nous aide déjà à dire au grand public, s'il vous plaît, ne faites pas la confusion. Le réemploi solidaire, c'est pas le réemploi lucratif. Et d'expliquer les différences. On n'a pas d'actionnaires, on est en circuit court. Nous, on n'achète pas nos téléphones aux États-Unis, on les fait pas reconditionner en Pologne pour les vendre à Sarcelles. Tout est fait localement. On a aussi une gouvernance partagée. On entre bénévole, on peut finir président. Quand vous entrez au 7e étage de la Samaritaine avec son rayon vintage, vous ne finirez pas PDG de la Samaritaine. Donc voilà, c'est de dire, voilà, c'est différent. Donc ça, c'est le grand public. Pour les pouvoirs publics, c'est de leur dire, nous considérons que le réemploi solidaire est un modèle d'avenir. Parce qu'il est ancré localement, parce qu'il mobilise la société civile, parce qu'il prône la sobriété, parce qu'il propose aussi de gérer le partage. Et ça, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas Elon Musk qui nous envoie tous sur Mars parce que la Terre est détruite. Non, mais c'est ça. Donc, non seulement on considère qu'on a fait nos preuves par le passé, mais que si on nous donnait les moyens de développer nos activités compte tenu de l'engouement des citoyens sur les territoires. Voilà, en Bretagne, c'est des anthropologues qui reviennent de l'humanitaire qui créent à Vannes une ressourcerie. Là-bas, c'est une journaliste qui en a marre, peut-être vous demain d'ailleurs, qui décide de créer une ressourcerie. Là-bas, c'est un ancien industriel. Et puis là, c'est des jeunes diplômés. Enfin, si on donnait les moyens à la société civile aujourd'hui de s'emparer de ces sujets, notamment au travers du réemploi solidaire, on pourrait changer l'ambiance du pays. Voilà. Les enjeux sont différents. Pour parler de vous, là, plus précisément, les enjeux aujourd'hui pour les ressourceries et recycleries en France. C'est quoi les enjeux, les challenges? Alors, je sais que Guillaume Balas a été invité récemment. Il a parlé de la question des gisements. Il a bien fait. C'est-à-dire, si le secteur privé arrive massivement dopé à coups de millions d'euros et écrème les gisements et nous laisse le reste, on ne va pas survivre. On a un enjeu de solvabilisation. On a une hétérogénéité du soutien des collectivités locales. Il y en a qui mettent 4 millions d'euros pour une ressourcerie et puis d'autres qui ne donnent rien parce qu'il n'y a pas de cadre. Aujourd'hui, l'argent public pour le traitement des déchets, il est concentré sur l'incinération et l'enfouissement qui sont non prioritaires par rapport au réemploi. Et donc, il y a l'enjeu de faire une bascule de financement pour développer massivement le réemploi. Quand vous allez dans Paris, vous avez 99 boutiques de neuf et une boutique de réemploi. Il ne faut pas imaginer qu'on va faire une bascule vers le réemploi s'il n'est pas visible dans l'espace public.
public. Voyez. Donc, voilà, nous, on a vraiment cet enjeu cette question de gisement, cet enjeu de solvabilisation, l'enjeu de pouvoir développer nos actions de sensibilisation, puisque une fonction essentielle d'une ressourcerie, c'est la sensibilisation. On fait des ateliers dans les écoles, on fait des ateliers d'autoréparation. On sait que quand les gens réparent leurs objets, ils en prennent soin. Et puis ils se disent, si je prends soin de celui-là, je prends soin du autre. Donc je vais moins jeter. Et puis je vais plus réparer. Donc tout ça, ça demande aussi des moyens. Alors, ça n'épuise pas le sujet. Je pense que vous avez vu la merveilleuse campagne de l'ADEME sur les dévendeurs. Génial. Utilisons les ressorts de la publicité pour aussi collectivement se dire, il faut qu'on fasse un pas de côté. Voilà, donc enjeu de solvabilisation, enjeu de développement des métiers. On va lancer avec l'URS, on lance l'école du réemploi solidaire. Là, il y a un gros potentiel de développement de métiers, de titres professionnels et d'emploi. Donc la question des compétences, on sait qu'on manque de compétences en réparation aujourd'hui. Voilà, mais cet enjeu de solvabilisation et des gisements, c'est les deux piliers fondamentaux de notre union. Merci beaucoup Catherine Mechcour, dit Maria, d'être venue sur le plateau de Smart Impact aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la secrétaire générale du Réseau national des ressourceries et recycleries. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir fait de la pédagogie. Vous parliez de sensibiliser, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui à ce sujet du réemploi solidaire. Merci d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au débat.